m'appelle Franck Perrier, je dirige une agence digitale spécialisée en particulier dans tout ce qui est trafic et social qui s'appelle Idaos. J'anime aussi un institut de formation qui s'appelle la Digital Academy. Et je suis là aujourd'hui avec mes invités pour vous parler de e-commerce et en particulier de la tendance, des tendances dans ce e-commerce. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui n'ont jamais acheté en ligne? Ah, il y a une main qui s'est levée. Bon, bravo mademoiselle, félicitations. Donc là, à l'issue de cette table ronde, j'espère que vous changerez votre expérience. Donc vous savez que le e-commerce se transforme, qu'il y a des distributeurs traditionnels, des pure players, qu'on a des frontières qui bougent entre le on et le off, qu'on a une multiplication des points d'interaction. Et pendant que Florence s'installe, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pour étayer ce débat, et avant que mes invités se présentent, je vous le signale, vous pourrez retrouver sur SlideShare, qui est un réseau social de partage si vous ne le connaissez pas, et télécharger gratuitement une présentation donc, qui a été faite par l'entité recherche d'Idaos, qui s'appelle Idaos Slide. Donc si vous tapez SlideShare Idaos, vous tomberez sur une présentation sur les 7 tendances du e-commerce en 2015, présentation qui a été relayée par vos sites préférés, à savoir JDN, French Web en particulier, hier et aujourd'hui. Donc, je vais vous passer la parole pour que vous vous présentiez rapidement, et puis on abordera ensuite ces 7 tendances. Donc, Agnès, peut-être pour commencer. Alors, Agnès Rosor, je suis directrice des opérations de ruducommerce.com. Donc, site spécialisé dans le high-tech, le bricolage, le jardin et l'équipement de la maison. Je suis en charge de la supply chain et de la relation client. Bonsoir, donc je suis Julie London, je suis en charge du marketing digital du PMU. Le PMU, activité de paris hippiques, sportifs et poker. Une entreprise de 12 000 points de vente, 6 millions de clients, de à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en points de vente et 1,7 milliard de chiffre d'affaires en ligne. Bonsoir, je suis Antoine Réchaud, je suis le responsable e-commerce et digital de la marque Lollipops. Lollipops, c'est une marque d'accessoires de mode, fantasy, abordable, décalé. On compte à peu près 70 points de vente en France et en Europe et on est présent dans plus de 2000 multimarques. Pascal Morvan, je suis directeur solutions chez Sparco. Juste un mot, Sparco est un éditeur de logiciels dans le monde du merchandising, de la recommandation et de la personnalisation. Oui, bonjour, Florent Nozel, donc je suis directeur du digital de Kiloutou. Donc Kiloutou, c'est un loueur de matériel, principalement connu côté B2C, mais on a une petite particularité justement, c'est qu'on a 95% du chiffre d'affaires qui est plutôt B2B. Donc on a un vrai changement, une vraie révolution aussi au niveau du positionnement et de faire connaître la marque. Donc Kiloutou, c'est proposer du service qui permet à un acteur de chantier de réaliser son chantier depuis le début, le lancement du chantier jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation. Voilà, ça c'est le métier de base. On a 450 agences en France, on fait à peu près environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est surtout présent en France, mais on est aussi à l'international, en Pologne et d'autres pays qui sont en train d'ouvrir en ce moment. Voilà. Moi, je suis Didier Nizar, je suis le fondateur de l'agence Système Polaire, qui est une agence de marketing mobile, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients sur la mise en place de solutions mobiles, quelles qu'elles soient, que ce soit le développement d'applications pour smartphone, de sites mobiles, sites responsives, et d'opérations type coupons dématérialisés sur mobile. Bonsoir, Jean-Marc Ménien, je suis directeur général de Shoppermine, qui est un observatoire de tendance sur toute l'évolution du commerce en général et du client en particulier. Voilà, et accessoirement blogueur sur le furet du retail. Voilà, et Jean-Marc rentre de Shanghai, donc il conclura, il va nous donner son point de vue, puisque tu as vu Alibaba en particulier. Oui. Et tu nous donneras ton point de vue sur la Chine, sur le e-commerce en Chine, et tu concluras cette table ronde par un comparatif entre les modèles plutôt occidentaux et puis l'émergence du modèle chinois qui n'est pas du tout uniquement suiveur. J'étais aussi à Shanghai l'année dernière et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'innovations qui venaient de la Chine maintenant. Alors Agnès, je me tourne vers toi. Tu représentes donc les pure players. Or, on sait que les brick and mortar, maintenant, ont tous cette ambition de devenir digitaux. Comment est-ce que les pure players réagissent face à cette émergence
cette nouvelle ambition de ces brick and mortar? Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment vous vous repositionnez ou comment tout simplement vous évoluez dans vos offres et dans vos réflexions? Alors effectivement, les pure players sont nés il y a 15-16 ans avec la grande particularité d'offrir sur le net des prix qui étaient largement inférieurs à ceux que proposaient les brick and mortar pour des raisons évidentes de structure de coût. Ça coûte moins cher d'avoir un site que d'avoir des magasins. Ça a été vrai pendant 14 ans. Et puis depuis 2-3 ans, les brick and mortar ne sont plus des brick and mortar, ce sont des click and mortar. C'est-à-dire qu'ils se sont dans un premier temps alignés sur les prix. Et puis, ils ont l'énorme avantage d'avoir la possibilité de livrer très vite dans leur magasin. Donc, on a vu fleurir le click and collect, surtout au cours des 18 derniers mois. Ça a fait quoi? Ça a énormément détruit de valeur. D'abord, les pure players ont obligé les brick and mortar à réduire leur marge. Et puis ensuite, les brick and mortar ayant concurrencé les pure players sur l'immédiateté de la livraison, ont obligé les pure players à investir beaucoup plus dans la livraison, en livrant plus vite, dans des conditions plus importantes. Donc, on a beaucoup détruit de valeur. Pour l'instant, je ne pense pas que quiconque ait fait la démonstration qu'on peut en créer. Mais on ne sait jamais. Ça c'est un point de vue intéressant parce qu'on pense toujours que le digital crée de la valeur, mais le digital, dans beaucoup d'industries, détruit beaucoup de valeur. Moi, je parle des grands e-commerçants, entre guillemets, généralistes. J'ai pas d'exemple de sites qui clament haut et fort gagner beaucoup d'argent. Et je pense que ceux qui disent qu'ils n'en perdent pas ne sont pas forcément particulièrement honnêtes. Donc, je pense que la démonstration par l'exemple, elle est là. Ça veut dire quoi? On a tous promis aux clients que, en gros, il serait livré dès qu'il aurait cliqué sur le bouton. Ensuite, on lui a dit que non seulement on allait le livrer très vite, mais qu'en plus, on allait le livrer gratuitement. Donc on a fixé un standard de marché qui ne correspondait pas forcément à une attente client, mais qui l'est devenu. Donc ça pèse énormément sur la rentabilité des pure players. Donc la seule manière aujourd'hui pour les pure players de se battre, alors il y a plusieurs approches. Il y a l'approche classique, entre guillemets, qui est de continuer à se battre sur le prix, parce que c'est quand même ce que les consommateurs cherchent en priorité sur le net. De se battre sur, on est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris le dimanche. De se battre sur la largeur de l'offre et sur la disponibilité du stock. C'est plus facile avec un stock plus ou moins centralisé de tout avoir. Et puis de se battre donc sur des délais de livraison ou des formules de livraison adaptées. Ça, c'est la première chose. Ça a comme impératif de nous obliger à une excellence opérationnelle importante. La keynote précédente, et qui parlait du luxe, disait qu'aujourd'hui, le service le plus luxe, c'est celui d'Amazon. Donc là aussi, le standard de marché, il est fixé très haut. Et tout ceci, bien entendu, avec des structures de coûts qui doivent être plutôt low cost. Donc ça, c'est la première méthode pour s'en sortir. Et sinon, beaucoup aujourd'hui de pure players ont finalement profiter de leur adossement à des groupes physiques pour avoir une implantation physique. Je pense notamment à ces discounts qui livrent dans les casinos. C'est de plus en plus la norme. Donc, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est immédiateté, personnalisation, qualité du service sont les facteurs sur lesquels il faut se battre. Qu'il faut réussir à le faire à un coût qui reste faible. Et donc, voilà, c'est un exercice aujourd'hui qui n'est pas facile. Et je dirais que depuis 2 ans où les click and mortar montent extrêmement en puissance, je pense qu'on voit bien que la compétition, elle est vraiment difficile. Et que la course à la taille est d'autant plus importante. Merci Agnès. Alors Antoine, course à la taille, vous avez justement un réseau de boutiques physiques. Ces boutiques physiques, vous avez commencé à réfléchir à la digitalisation de ces espaces pour finalement rapprocher un peu l'univers virtuel de l'univers réel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'expérience Lollipop? Je crois que vous avez 2 ou 3 boutiques qui se sont lancées là-dessus. Oui, c'est ça. Concernant Lollipop, nous, c'est devenu assez naturellement avec le parcours client.
2014 a été pour nous l'année du cross-canal avec la mise en place de la e-réservation. Donc c'était un moyen pour nous de driver du trafic en point de vente, mais également de permettre à nos clients de découvrir ou redécouvrir l'expérience d'achat Lollipops avec des magasins très théâtralisés, à esprit un peu boudoir parisien. Et d'autre part, ça nous a permis également de réconcilier un peu le réseau entre l'e-shop, les succursales, les franchisés. Voilà, les tendances de 2014 sont assez claires. Je crois que 9 personnes sur 10 se renseignent sur Internet afin d'effectuer un achat en magasin. Et concernant nous, le click and collect, c'est 80% de taux de transformation sur les personnes ayant réservé leurs produits et venant le chercher en magasin, 30% sur mobile, et donc de réservation, et également 30%, un peu plus de 30% d'upselling. Donc, de biais de ce parcours client, naturellement, on a cherché des solutions dans un autre sens, c'est-à-dire de digitaliser le point de vente. Donc, on a fait un test sur, pour l'instant, 3 magasins, d'installer des tablettes en libre service dans les magasins qui permettent à la cliente de consulter déjà le lookbook et le catalogue, mais également de, si jamais, par exemple, elle ne trouve pas sa taille dans une pointure de chaussure ou la couleur du sac qu'elle aura précédemment vu sur un site ou sur un blog, et pouvoir le commander, de se faire livrer gratuitement chez elle. Donc c'est ce qui a été déployé donc, sur des magasins tests et je pense par la suite sur d'autres magasins. Et l'autre option de digitalisation du point de vente, ça va être sûrement l'imposition de, voilà, plutôt l'apposition de tags via la solution POA, qui permet justement, avec des QR codes, de placer des tags sur nos produits, par exemple en vitrine, lorsqu'on est dans des centres commerciaux, afin d'effectivement de soit se renseigner sur le produit, sa composition, voir éventuellement la vidéo liée à ce produit, et même jusqu'à l'achat, lorsque par exemple la boutique est fermée. Voilà. Des commentaires sur cette digitalisation du point de vente Oui, enfin, moi, quand on voit ces deux mondes, donc digital et physique, on va dire qu'on est vraiment à la fusion. Je crois que le chemin est plus facile à faire pour l'un que pour l'autre. Autant effectivement les brick and mortar pendant des années, c'était un petit peu la phase de déni. Non, ça nous arrivera pas, ça nous touchera pas, même pas mal. Ils gagnent pas d'argent, c'est pure player. Et puis il y a eu cette prise de conscience qui fait qu'effectivement ils sont passés en mode digitalisé, avec une première tentation qui a été de digitaliser tous les magasins. C'était le digital signage et autres. Ils ont essuyé des plâtres, on va dire. Ça leur a coûté très cher et c'était pas la bonne solution. Je crois que maintenant, effectivement, c'est une intégration totale du digital, comme l'explique Lollipop, vraiment juste là où il faut, comme il faut. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'en mettre partout. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un client vient pas dans un magasin pour revivre une expérience qu'il a chez lui derrière un ordinateur. Donc clairement, c'est deux mondes bien à part. Et la descente, par contre, du digital dans le physique sera beaucoup plus compliquée. Et ils vont être obligés de trouver des moyens. Alors je ne crois pas du tout, et d'ailleurs on l'a vu avec ce fameux buzz Amazon qui soi-disant de ouvrir un magasin à New York. Oui, tout à fait. Enfin moi je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai tout de suite dit que c'était du bluff. D'abord, même les commerçants de l'avenue n'étaient pas au courant. Donc voilà. Par contre, qu'ils montent un bureau et qu'ils fassent éventuellement un point de retrait click and pick up ou ce qu'on appelle un black store, pourquoi pas. Mais donc la descente dans le monde physique du digital va être beaucoup plus compliquée. Je ne crois pas du tout, mais un instant, mais c'est tout à fait personnel, qu'ils ouvrent un jour des magasins. On va avoir des expériences très événementielles, on en parlait tout à l'heure. C'est comme eBay qui ouvre pour Noël un pop-up store à Berlin, voilà, et qui le ferme 2 mois après. Et je trouve que c'est beaucoup plus malin d'aller en point de contact. Voilà. Donc personne n'a gagné pour l'instant. Je crois que c'est la grande morale de tout ça. Les brick and mortar prennent une belle revanche, mais malheureusement, ils vont peut-être encore représenter 85% du marché. Mais ils vont être obligés d'adapter leur compte d'exploitation sur les 15% qui resteront en ligne. Et que, oui, ça fait du mal au compte d'exploitation quand il faut monter des drives, quand il faut accueillir des gens en click and collect, quand il faut monter des services qui n'étaient pas forcément prévus auparavant. Voilà, donc, et ça, ils ont du mal à l'intégrer dans leur façon de raisonner, puisqu'ils viennent d'un monde sur lequel le compte d'exploitation est totalement différent. Ça, je crois que ça a bien évolué, tant mieux. Je le vois même quand je présente des comités de direction ou même des adhérents de réseaux importants. Il y a 2 ans, on me prenait au fou. Même quand on parlait de mobile ou de choses comme ça, on criait au fou. Et aujourd'hui, non, on ne crie plus au fou. On voit bien que c'est... Ils ont besoin d'intégrer cette expérience. Oui, ils l'ont compris. Je crois que franchement, ils l'ont compris. C'est hyper positif. Merci Jean-Marc. Alors Julie, le PMU, tu présentais le PMU, donc là on passe de Lollipop au PMU, on ne sait plus du tout la même taille.
comment est-ce que vous réconciliez ce monde digital et ce monde réel, puisqu'en fait vous êtes dans un univers légal extrêmement contraint, l'univers du jeu, et d'une part, et puis est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience omnicanal chez le PMU, peut-être en redéfinissant ce qu'est l'omnicanal? Alors, avec mes mots, redéfinir l'omnicanal, je dirais que c'est l'utilisation instantanée, immédiate de plusieurs canaux, que ce soit le point physique les points de vente physiques que le online. Un parcours le plus sans couture possible entre le physique et le digital. Effectivement, pour le PMU, on a pas mal de contraintes réglementaires qui nous positionnent un peu comme un commerçant ou un e-commerçant atypique, parce que dans nos 12 000 points de vente, nous n'avons pas le droit de faire la promotion du digital. Donc dans nos 12 000 points de vente, vous ne trouverez aucune affiche, aucune information qui invite un parieur à jouer sur pmu.fr ou à télécharger l'une de nos applications mobiles. Donc c'est une contrainte forte. Nos points de vente sont exclusivement hippiques. Mais cette contrainte, puisque les gens sont là pour jouer, quelle est l'idée du législateur derrière la contrainte de dire vous ne pouvez pas promouvoir la dimension du jeu? Alors c'est par rapport à l'autorité de la concurrence et l'autorité des jeux en ligne, mais surtout la concurrence pour en gros le hippique, on a le monopole dans les points de vente, alors que sur le digital on a d'autres opérateurs qui se sont ouverts en 2010, donc du coup on doit vraiment séparer les réseaux. Ça sera d'autant plus vrai en septembre prochain, puisque nous devons même séparer nos masses d'enjeux entre les paris hippiques points de vente des paris hippiques online. Du coup, on est quand même pure player sur le hippique et le poker, puisque nous ne proposons pas ces deux activités dans nos points de vente. Donc on est plutôt sur un dispositif pour le coup cross-canal sur le sport et le poker, même multicanal. Nos parieurs peuvent bénéficier aussi bien de sites web que d'applications mobiles natives, que de sites mobiles, que d'applications tablettes, pardon. En revanche, le point de vente, alors il est omnicanal parce que nous avons depuis quelque temps déjà digitalisé ces points de vente. Parier, finalement, c'est un acte réfléchi. Pour parier sur des courses, on a besoin de connaître les chevaux, leurs performances, la météo, le terrain, est-ce que c'est du galop, du trot, etc. Du coup, lorsqu'un parieur rentre dans un point de vente, ou même s'il est sur Internet, il cherche avant tout de l'information. Du coup, dans les points de vente, on met à disposition évidemment la retransmission des courses sur la télévision, mais également des écrans interactifs, des tables tactiles, toutes sortes d'outils digitaux qui permettent aux parieurs d'avoir la bonne information pour parier. Il faut savoir qu'un pari hippique est pris généralement dans les 5 minutes qui précèdent le départ de la course. Donc, pourquoi ? Parce que les cotes sont mutuelles, entre autres, et qu'on réajuste les cotes en fonction de la course qui va partir. Donc cette information, elle est cruciale et elle a besoin d'être vraiment temps réel avant la prise de pari. Le second point, c'est le pari en lui-même dans le point de vente. Vous pouvez évidemment passer votre pari auprès du titulaire du point de vente, mais également auprès de bornes. Donc historiquement, les bornes sont en place depuis 2008, mais récemment, elles ont été digitalisées avec du NFC. Donc ça permet une plus grande autonomie au parieur qui peut très rapidement prendre son pari avant le départ de la course via une carte NFC notamment. Et puis ensuite, on veut vérifier si on a gagné ou perdu. Et pareil, l'ensemble de la digitalisation est au point dans les points de vente. On a également une application mobile dédiée aux parieurs points de vente qui ne permet pas la prise de pari mais qui permet de vérifier si le pari qui a été pris en point de vente est gagnant, perdant et d'avoir d'informations sur les courses. Donc je dirais qu'on est plutôt omnicanal dans les points de vente. Alors on a testé tout ce qui est iBeacon, on en parlait tout à l'heure en aparté. On teste l'Oculus. On essaye vraiment de faire vivre une émotion particulière au sein des points de vente. Parce que le point de vente, c'est un lieu convivial. Donc ça, on ne peut pas l'enlever et on n'a pas envie de l'enlever. Les parieurs aiment se retrouver dans le point de vente. Il y a un échange. Ils ne sont pas forcément addicts de parier sur le mobile. Pour autant, ils sont digitaux, c'est-à-dire que les études montrent que nos parieurs en point de vente sont très équipés en mobile et sont aptes, s'ils le souhaitaient, à parier sur le mobile. Et pour nos parieurs online, on dirait qu'ils sont plutôt cross-canal plutôt que omnicanal.
Merci Julie. Pascal, donc on voit dans l'expérience ici à la fois omnicanal et cross-canal dans le digital, l'expérience client est extrêmement multiple finalement du parieur. Ça a complexifié quand même cette expérience client. Comment est-ce que tu vois les choses, toi, chez Sparklo? Alors, je dirais que j'écoutais un petit peu tout ce qui se dit aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le thème, les nouveaux enjeux, les nouveaux leviers du e-commerce, je vais peut-être être un petit peu à contre-courant. Je dirais déjà, si on appliquait... J'adore quand on est à contre-courant. Si déjà on appliquait les leviers du commerce, d'accord. Je dis souvent, quand je rencontre des gens, c'est que quand on a un réseau physique de magasins, on anime, on présente, on scénarise son offre. Aujourd'hui, on a trop tendance à voir sur le web, je ne vais pas dire un petit peu qu'on jette ses produits en pâture, mais c'est quand même encore beaucoup le cas, où on jette 4 par 4 ces produits sur des pages et des pages listing, d'accord. Et ce n'est pas ce qui se fait dans le monde physique. Donc je pense que déjà, dans tout ce qui est digital, il faut véritablement arriver à scénariser son offre pour représenter correctement l'ensemble de ces produits. Le deuxième point, souvent je fais du comparatif entre le monde physique et le monde du digital. Je dis souvent il faut aussi écouter ses clients. Quand on va dans un magasin physique, on rencontre un vendeur, le vendeur, on lui explique des choses. On lui dit j'aime pas le vert, j'aime ceci, je n'aime pas cela, etc. Et ce vendeur, il vous écoute. Sur les canaux digitaux, souvent, je dis aux gens, c'est qu'on donne beaucoup d'informations. Je vous donne plein d'informations quand je viens. Quelles sont les familles de produits que je visite? Quels sont les types de produits que je regarde? Est-ce que j'arrive à détecter que j'ai des marques préférées? Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on n'utilise pas suffisamment l'ensemble de ces datas pour personnaliser l'expérience client. Et cette personnalisation, elle est importante parce que, Madame le disait tout à l'heure, aujourd'hui, les pure players ont un problème de rentabilité. C'est surtout un problème de taux de conversion qui est lié, principalement. C'est vrai que dans le monde physique, tout le monde sait qu'il y a 55% des clients qui rentrent dans un magasin et qui ressortent avec quelque chose. Aujourd'hui, sur le web, on est à quelques pourcents et il faut absolument arriver à booster cette conversion. Et booster cette conversion, comme je dis, c'est scénariser son offre, c'est écouter son client, c'est le guider. Le guider, si vous allez, comme je dis souvent, c'est que le monde a changé. Moi, j'ai connu ma grand-mère qui passait des heures sur son catalogue de la Redoute ou des Trois Suisses à feuilleter, à regarder qu'est-ce qu'elle pourrait bien acheter, etc. Aujourd'hui, dans le monde du digital, il n'y a personne qui passe des heures à regarder page 1, page 2, page 3, etc. Puis à découvrir l'étendue de l'offre. Et on voit bien que les commerçants, les marketplaces, on essaye de mettre de plus en plus de produits sur ces plateformes. Et comment j'aide le client à le retrouver. Et je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en place des technologies qui vont aider le client à trouver le plus rapidement possible le bon produit. C'est vraiment, pour moi en tout cas, la logique des solutions qu'on développe, aider le client à trouver ce bon produit. Et la personnalisation est un axe majeur. Comme je disais tout à l'heure, on collecte beaucoup d'informations à travers des solutions de CRM, on parle de big data, et je vais collecter de l'information sur mon client, et je collecte, et puis aujourd'hui, malheureusement, on ne s'en sert pas forcément. Je dois recommander des produits, je dois scénariser, on parle de parcours client. C'est des choses qui existent dans le monde physique, les magasins. Vous avez tous fréquenté les magasins Ikea. Les magasins Ikea, il n'y a pas le rayon des serviettes. Il y a la salle de bain, il y a l'univers de la salle de bain. Ils ont scénarisé tout ça, et puis ils vous guident, ils vous orientent, et puis en fonction de la façon dont vous réagissez, ils réadaptent leur stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour moi l'enjeu principal d'aider le client à trouver. Agnès, rue du Commerce. Oui, vous avez sûrement beaucoup réfléchi à ces enjeux. Je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, tout à l'heure, je disais qu'une des manières de se battre pour les pure players, c'est la largeur de l'offre. Mais effectivement, la largeur de l'offre, effectivement, nous, on a 3 millions d'offres sur notre site. Sauf que l'autre jour, j'ai voulu chercher une poubelle de salle de bain. Il y avait 1800 références. Bon, j'allais pas en regarder 1800 pour en choisir une. Donc, effectivement, tout le thème de la personnalisation des parcours, tout ce qui est liste de sélection, et ça pose effectivement la question des outils, la question des problèmes techniques, la question de la connaissance client, et je suis d'accord que c'est un enjeu majeur. Julie, aussi, j'imagine, personnalisation dans tout ce qui est digital, vous avez dû travailler ça énormément. Alors sur les canaux digitaux, oui, on réfléchit à vraiment pouvoir personnaliser, notamment sur les paris sportifs, le type
d'activités sur lesquelles les parieurs ont envie de jouer. Sur les points de vente, c'est un peu plus délicat parce que pour personnaliser, faudrait-il encore connaître nos clients. Et une des problématiques du PMU en point de vente, c'est que nous connaissons très peu nos parieurs parce qu'ils jouent anonymement et qu'ils ne souhaitent pas être embasés d'une quelconque manière. D'accord. Et sur les paris sportifs, juste comment est-ce que la segmentation, elle est par rapport à quoi? La segmentation sur les paris sportifs. Voilà, aujourd'hui, on réfléchit plutôt sur les habitudes de jeu, sur les cotes aussi, parce qu'il faut pouvoir trouver un juste milieu entre ce que le client ou le parieur souhaite trouver comme pari sur lesquels miser, et aussi sur ceux qui peuvent rapporter plus de marge à l'entreprise. Ouais, donc, comme les autres business, quoi. Toujours cette idée de vendre. Jean-Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je vais peut-être aussi lui passer la parole, mais juste une chose, c'est que je crois que l'humain est en train de rentrer dans le digital à deux niveaux. C'est-à-dire, oui, je ne suis pas un grand fan du big data, qu'on sache déjà bien traiter nos data. Tous les gens qui parlent du data étaient incapables il y a 5 ans de traiter déjà simplement leur ticket de caisse et ce qu'il y avait dedans. Mais c'est pas une critique, c'est une analyse. Enfin, c'est un peu une critique quand même. Par contre, on commence à voir deux choses. L'intelligence artificielle. Si on voit IBM Watson avec The North Face sont en train de faire des tests pour justement, on a maintenant des logiciels qui comprennent le langage humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher une doudoune sur The North Face, on va expliquer qu'on part dans l'Annapurna faire une expédition au mois de septembre, qu'on pèse 150 kilos, qu'on a tel, voilà, etc. Et qu'en fait, la proposition va venir de l'explication de son besoin. Voilà, parce que l'algorithme, lui, il raisonne basiquement par algorithme, je passerai les détails techniques. Mais là, on va commencer à rentrer dans des logiciels qui comprennent ce que leur disent les gens. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et puis le deuxième, c'est des exemples. Alors il y a le click-to-chat qu'on commence à voir en France, mais qu'on étudie avec Ali Wang, par exemple, aux États-Unis, en Chine depuis longtemps, Alibaba. C'est-à-dire que les Chinois négocient toujours dans la rue. Donc ils conçoivent pas un site de e-commerce sans négocier. Et donc ils sont allés très loin dans l'interface justement humaine avec une messagerie instantanée. Et quand on croise ça, par exemple, avec le système Mayday de Amazon, où c'est carrément une opératrice en réel, c'est plus des avatars ou de la 3D, mais en 30 secondes pour avoir une opératrice en réel, ça laisse entrevoir d'autres solutions pour qu'effectivement on puisse accompagner, parce que je suis bien d'accord que ça ne peut être que de l'accompagnement physique et rien remplace un bon vendeur, quoi. Mais moi, j'aimerais, je me permets, je vais juste faire une réflexion par rapport à ce que vous évoquiez sur l'histoire de la doudoune. On vient de plus en plus sur ce que j'appelle la notion de navigation par l'usage. Qu'est-ce que je recherche? Aujourd'hui, on veut toujours absolument m'enfermer dans est-ce que tu veux un pantalon, une veste, ceci. D'accord? J'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps une grande marque de cosmétiques mondialement connue et qui me disait la chose suivante, et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui ils vendent des crèmes de jour, des crèmes de nuit, du fard à paupières, du ceci, du cela. Et quand ils regardent ce que les gens recherchent sur Google, ils ne recherchent jamais un produit. Ils recherchent quelque chose pour enlever un bouton, pour cacher ceci, pour faire cela. Et ce qu'elle disait, c'est qu'elle veut absolument rentrer dans cette logique d'usage. Pourquoi? Parce que dans cacher un bouton, j'ai de la crème, j'ai du fond de teint, j'ai du ceci, j'ai une multitude de produits à vendre par rapport à une problématique. Et ça, je pense que c'est aussi des choses qui sont assez intéressantes, de naviguer différemment. Pourquoi on veut absolument faire rentrer le client dans la structuration de son catalogue produit? Intéressant. Alors, le premier outil très souvent de connexion aujourd'hui, c'est le mobile. Donc Didier, est-ce que tu peux un peu nous donner ta vision de l'usage du mobile dans cette dimension e-commerce et cette expérience client? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les connexions mobiles deviennent importantes et on estime que d'ici peu de temps, elles vont dépasser les connexions web. Un exemple tout simple, c'est que vous prenez votre site internet, sans aucune action de votre part spécifiquement au mobile, vous avez, quoi qu'il arrive, 15 à 20% de votre trafic qui est tout de suite issu du mobile. Donc ça veut dire que si on n'est pas capable d'adresser ce trafic-là immédiatement, c'est 15 à 20% de personnes que potentiellement on peut perdre parce que la navigation n'est pas du tout adaptée au support tablette ou smartphone. Donc le mobile prend une place de plus en plus importante et on a soulevé depuis le début de cette conférence les possibilités d'interaction entre l'univers digital et l'univers physique.
Et on se rend compte que le chaînon manquant, entre guillemets, entre ces deux univers, c'est clairement le mobile. Et typiquement, Lollipop parlait de mettre en place des QR codes. Les QR codes, on va les scanner depuis son mobile et derrière réaliser un acte d'achat. On va peut-être générer son coupon d'achat. On a des opérations type McDo qui va vous proposer de télécharger un passbook contenant votre commande que vous allez pouvoir aller directement retirer sur un point de vente. Donc voilà, l'idée c'est que cette interaction qui existe entre l'univers digital et l'univers physique va réellement se concrétiser au travers du mobile et au travers de tout un tas de dispositifs comme les applications, les sites mobiles ou autres. Dis-nous quand même ce que fait ton agence. C'est intéressant de savoir comment est-ce que vous accompagnez vos marques sur le mobile, vos clients. Aujourd'hui, nous, sur le mobile, on a, dans cette problématique e-commerce, on a identifié 3 étapes clés. C'est d'une part le fait de faire venir des clients sur les points de vente. Donc ça, c'est des dispositifs soit de géolocalisation. Par exemple, j'ai mon application Camailleux et j'ai ma wishlist qui est embarquée dans mon application, qui est disponible en mode offline. Je vais chercher le point de vente Camailleux le plus proche et je vais peut-être aller récupérer les produits qui m'intéressent parce que je les aurai stockés. Donc ça c'est des actions relativement simples. On est aussi en train de travailler sur des solutions un peu plus complexes sur ce qu'on appelle le RTB géolocalisé, c'est-à-dire le fait de pouvoir vous proposer une bannière publicitaire en fonction de votre position. Et donc, par exemple, pouvoir proposer à un point de vente, à un restaurant, d'adresser des clients potentiels qui se trouveraient dans sa zone de chalandise et de leur dire venez nous voir sur notre point de vente avec un coupon dématérialisé pour bénéficier d'une promotion. Donc générer comme ça instantanément du trafic sur les points de vente. La deuxième étape, c'est en point de vente, qu'est-ce qu'on peut faire pour prolonger l'expérience. Alors on peut très simplement scanner des codes barres des produits qu'on est en train de consulter pour consulter les avis consommateurs, la composition du produit, etc., obtenir de l'information complémentaire. Ou alors on a aussi des expériences, par exemple Burberry qui va proposer des tablettes sur ses points de vente pour retrouver des produits qui ne seraient pas forcément disponibles en magasin. Et ensuite, l'étape d'après, bien sûr, c'est la fidélisation. Comment on incite les utilisateurs qui sont passés sur les points de vente à revenir ou à réaliser des achats sur le site. Et là, on a tout un tas de dispositifs MCRM qui s'appuient notamment sur les applications. L'avantage des applications, c'est de pouvoir bénéficier du push notification, qui est la possibilité d'envoyer très facilement un message court et rapide pour susciter une action auprès du consommateur au travers de son application pour lui dire voilà, on a vu que vous avez consulté tel produit ou on a vu qu'il y a un certain temps vous avez acheté tel produit, peut-être qu'il faudrait renouveler votre stock ou autre. Voilà, donc c'est le genre de dispositif qu'on met en place aujourd'hui pour nos clients. Ok, super. Alors, toutes ces plateformes... Oui, tu veux commenter ? Juste une réflexion sur ce qui vient d'être dit. Donc déjà, je voudrais juste partager un avis là-dessus. Moi, je vois plutôt les choses avec une vision de... Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du BSP. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je ne la connais pas, mais tu vas nous la raconter, le BSP. C'est la théorie du bon sens paysan. C'est prendre les codes de ce qui fonctionne dans la vraie vie et les faire monter à bord du digital. Donc déjà, moi, c'est le premier constat que je fais. Et quand j'entends toute cette logique d'outils, pardonnez-moi, mais y compris cette logique de user experience, où effectivement on est surtout focalisé sur l'outil et comment vont s'enchaîner les étapes et les séquences, je trouve qu'on perd aussi le fil de la relation avec le client. Et il y a une classification justement de l'intensité relationnelle qui est avec son client. Donc, en numéro 1, il y a le rendez-vous physique, où je rencontre mon client de visu. Donc c'est ce que vous décriviez tout à l'heure avec la Chine, où là, effectivement, il y a l'opérateur, où je le vois dans ma relation marchande, en ligne. Et ça se perd de plus en plus. Après, il y a la relation téléphonique, j'appelle mon client, ou le chat vidéo, ou voilà. Ensuite, ça descend sur le mail, le SMS, le fax. Bon, là, après, on commence à dégrader. Donc ça passe du chaud, donc de la relation chaude, jusqu'à la relation froide. Et en face de cette logique d'intensité relationnelle, il devrait y avoir des outils, en fait, des outils qui viendraient effectivement, à ce moment-là, la logique d'outils se comprendrait beaucoup plus simplement, qui viendraient effectivement se mettre en face en regard de cette stratégie de relation et animer la relation avec le client. Voilà. C'est plutôt dans cette dynamique-là que je vois le digital s'orienter, et je suis assez d'accord avec l'approche et la vision chinoise qui réintègre ça.
Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, on le perd de plus en plus au profit d'outils, parce qu'on a une logique d'outils et on voit que ça. Voilà. Et alors Florent, où est-ce que tu mets tout ce qui touche aux médias sociaux là-dedans? Et tout ce qui touche au social shopping, par exemple? Quelle est la place de ça dans ce BSP? Alors le social shopping, c'est très particulier. Alors à un moment donné, il y avait soi-disant l'Eldorado du social shopping. Tout le monde avait des communautés, avec Coca-Cola qui a des communautés sur Facebook, et on pouvait imaginer que toute cette communauté viendrait acheter demain chez moi du Coca. Ben, ça marche pas forcément. C'est vrai qu'on voit que du coup le social shopping fonctionne beaucoup plus facilement sur l'habillement. Donc on a vu des expériences comme qui habille avec dans les rayons des likes sur un produit. Bon, voilà, peut-être dans l'habillement, mais c'est vrai, sur les autres secteurs d'activité, c'est un peu plus compliqué. Alors chez Kiloutou, c'est un petit peu différent, parce que nous, on est sur du B2B. Donc on a essayé de capter un peu cette notion de social shopping dans la dynamique d'un support communautaire qu'on a mis en place, qui s'appelle le Wikimat. Donc je vous invite à aller faire un tour sur wikimat.fr, c'est une plateforme communautaire. Et en fait, l'idée, c'était de capter en fait la réalité de ce qui se dit aujourd'hui. Donc les artisans, entre guillemets, ils ont une culture orale de leur métier, donc ils échangent beaucoup entre eux, mais il n'y a rien d'écrit. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller capter cette culture orale, la rendre écrite, donc pour partager cette logique d'usage dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on est vraiment sur le vrai sujet, c'est l'usage. Ben, si je vous dis qu'une ponceuse parquet, ça sert à poncer du parquet, je pense que je choque personne, même si je ne vois pas le fond de la salle. Mais si je vous dis qu'une ponceuse parquet, ça peut servir à brosser un sol béton qui est un peu brut et le transformer en un sol béton lisse et fait marbrer, ben là, du coup, ça commence à surprendre un peu plus. Effectivement, aujourd'hui, c'est les usages détournés. Donc, typiquement, chez Kiloutou, on voulait capter ça. Donc, on a mis ça en place sur le support communautaire qui s'appelle Wikimat. Donc, il y a du wiki, le côté connaissance du matériel, il y a le côté forum, donc qu'on partage effectivement en relation avec son client, puis il y a le côté géolocalisé, parce qu'on voulait effectivement surfer sur la dynamique mobile pour permettre à des artisans de se retrouver, ou un particulier qui pose une question, de se rapprocher physiquement, géographiquement d'un pro qui lui paraissait expert. Voilà, donc typiquement chez Kiloutou, le social shopping reprend vie comme ça, puisque du coup on a mis cette logique communautaire, et à chaque information communautaire, on associe un lead vente qui est généré sur l'espace marchand du site Kiloutou. Et le communautaire reprend vie. Voilà, c'est ça, c'est collaboratif. Et alors j'ai vu qu'il y avait Tokiwoki dehors, je trouve que leur solution elle est pas mal aussi. Alors je fais pas de promo, mais on n'a pas Tokiwoki chez Kiloutou, mais je trouvais que leur solution était pas mal, parce que du coup ça permettait à des particuliers ou des pros d'échanger entre eux sur le site. Pourquoi pas le mettre à bord chez Kiloutou. Tu peux nous donner des chiffres de volume, d'échange, de timing aussi. Vous avez lancé ça quand, monté en puissance, etc. On a lancé ça il y a 2 ans maintenant, Wikimat. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà été primé au bout de 6 mois par un prix de l'ADTEM, où là effectivement on a quand même sorti l'innovation B2B, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un secteur d'activité. En plus le BTP c'est quand même assez morose en ce moment, je pense que tout le monde le suit, via le fameux adage où tout le monde dit quand le BTP va, tout va. Ben, en ce moment c'est pas très porteur. Mais Kiloutou a voulu quand même, dans ces moments un peu difficiles, sortir des outils un peu innovants. Donc clairement, la communauté Wikimat, c'est aujourd'hui plus de 7000 membres actifs qui viennent partager leur expérience. Donc si vous allez voir sur Wikimat, il y a tout le temps des questions de particuliers, de pros qui interagissent avec des personnes qui postent des photos, des vidéos. Je montre ma salle de bain, je montre un pan de mur qui est en train de s'affaisser. Est-ce que vous avez une solution, cher expert, cher pro ? Et tout le monde se lâche, aussi bien le pro que le novice. Alors des fois ça tourne un peu à la dérision avec des blagues, mais c'est ambiance très, très sympathique, très chaleureuse sur Wikimat. Et du coup on retrouve un peu cette relation qui commence à émerger de nouveau. Ils font du business aussi D'abord et avant tout, c'est fait pour faire du business, tout ça. Alors en deuxième rideau, parce que d'abord la relation, montrer qu'il y a de l'expertise, de la connaissance d'usage des matériels. Et puis après, une fois que la personne est embarquée dans le matériel, à ce moment-là, on peut suggérer un lead pour que la personne puisse aller sur l'espace marchand. Voilà. Et donc ça fait du business, tout ça. Ouais. Et Julie, on ne pourrait pas envisager une plateforme Wikimat pour gagner les courses entre parieurs ? Pourquoi pas ? Faut-il encore que nos parieurs veulent partager leurs bons tuyaux ? Oui, mais pas jusqu'au bout quand même, parce que sur le hippique, les codes sont mutuels. Donc si vous avez
le bon ordre, les bons chevaux, etc., vous gagnez moins. Enfin, plus vous êtes nombreux à jouer à la même chose, moins vous gagnez. Mais par contre, on a une communauté d'entraide qui va bientôt voir le jour, notamment pour partager l'expérience en ligne, PMU, ouverture de compte, etc. Parce que pour pouvoir parier en ligne, il faut un compte, un peu comme un compte bancaire. À voir jusqu'où on pourra effectivement proposer à nos parieurs de partager leurs tuyaux. Peut-être moins sur le hippique, peut-être plus sur le sportif. Alors, avant de conclure, peut-être prendre une ou deux questions de la salle. Si vous avez des questions, comme on est resté dans un timing assez respectueux de nos organisateurs, est-ce qu'il y a une ou deux questions qu'on pourrait prendre? Ah, je descends dans la salle. Bonjour, mon nom est Nadine Michaud, je fais du faire-part sur Internet. Et j'ai testé un peu le QR code et je crois que ça ne marche pas en France. Enfin, moi, j'ai des échecs sur échecs. Donc, je suis dans le web to print, mais le print to web, on en est loin pour moi. Vous avez une analyse sur ce phénomène qui marche super bien en Corée, etc., mais qui ne prend pas en France. Pourquoi ça ne marche pas? Je peux répondre. Je pense qu'on va vivre une deuxième vie du QR code. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était compliqué parce que c'était un outil marketing qui disait ici on communique. C'est vrai que ça a été utilisé, largement utilisé. On mettait des QR codes sur une affiche et autres pour dire on est ouvert et on peut mettre de l'interactivité. Par contre, l'application à télécharger, à ouvrir, c'était pas très naturel pour un utilisateur. Ce que j'ai vu à Shanghai, c'est alors ils ont un gros avantage, c'est qu'ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas Twitter, donc tout se met sur WeChat. Et sur WeChat, c'est direct, c'est-à-dire le scan, il est intégré, il est natif. Et donc du coup, c'est un geste qui est naturel au possible. C'est-à-dire vous êtes en train de parler avec vos copains. Je vous ai déjà vu même sur les Champs-Élysées, les Chinois ils parlent comme ça au téléphone. Vous parlez comme ça parce que vous écoutez, eux ils parlent comme ça. C'est qu'en fait ils sont sur WeChat et ils envoient des messages vocaux. Et quand ils envoient un message vocal, ils passent à côté d'un magasin et hop, ils voient un QR code et ils n'ont même pas besoin de changer ou de sortir de leur appli et là ils peuvent. Donc je pense que quand ce sera intégré dans ce type d'outils, type WeChat, ce sera beaucoup plus naturel. Et là je pense qu'il y aura vraiment une utilisation parce que je pense qu'on est allé trop vite sur le QR code. Le marketing l'a utilisé comme signe de modernité, de communication et autres. Mais je pense qu'on peut vivre une deuxième vie du QR code assez rapidement s'il est bien intégré dans les applis type WeChat. Juste pour prolonger un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est vrai que en Asie, en fait, le QR code est né avant la vague des smartphones. C'est-à-dire qu'on avait des téléphones... historiquement, l'Asie, c'est un marché où les téléphones étaient plutôt conçus par les opérateurs comme on l'avait avant. On avait des téléphones made in Orange, made in SFR, etc. Et à cette époque-là, les opérateurs asiatiques intégraient automatiquement la fonction de scan de QR code. Nous, quand le QR code est arrivé en France, il a accompagné la montée en puissance des smartphones. Et comme c'était la montée en puissance notamment de l'iPhone qui n'accepte pas d'application préinstallée, pour pouvoir scanner un QR code, on est obligé d'abord de télécharger une application. Ce qui n'est pas forcément une expérience très naturelle pour les clients. Et effectivement, si la fonction de lecteur de QR code était complètement intégrée au téléphone, dans ce cas-là, on aurait des taux de transformation qui seraient beaucoup plus forts. Demain, on espère l'arrivée par exemple de l'Apple Pay, donc du paiement mobile au travers de son iPhone. Là, on sera sur une expérience complètement intégrée. On pense que les taux de conversion seront assez intéressants. Donc aujourd'hui, le QR code, il peut être intéressant si jamais il est bien encadré et si par exemple il se construit dans le cadre par exemple d'une application de marque qui intègre elle-même le QR code, parce qu'on va pouvoir accompagner le client jusqu'au moment où il devra réaliser le scan de QR code. Mais simplement poser un QR code en disant j'espère que le client va le scanner derrière, c'est vrai que les taux de transformation ne sont pas idéaux aujourd'hui en France. Je peux me permettre une petite intervention un peu personnelle sur le sujet. Moi, je considère effectivement, je suis un peu comme vous, hein, je suis un peu un gros sceptique du QR code. Et pour le coup, je pense que c'est quand même en fait, si on ne prend pas l'usage du QR code dès le début, pour moi, enfin ma vision, hein, c'est purement personnel, je pense qu'après c'est loupé. C'est-à-dire que c'est comme les Anglais qui roulent à gauche et nous à droite. Enfin, ils vont pas se mettre demain à rouler à droite parce que c'est un truc tendance dans le monde.
Je pense que c'est inscrit dans leur, dans leur façon de pratiquer l'usage du truc. J'ai du mal à voir le QR code décoller, à moins qu'il y ait un nouvel outil, un nouveau device qui permette de consommer le truc autrement. Je vois pas pourquoi ça bougerait. Voilà, mais c'est ma vision. On arrive enfin à boucler la boucle en M-Payment. Apple s'est prononcé. Personnellement, je pense qu'il doit se passer ce qui devait se passer, c'est que le NFC va baisser et que clairement maintenant toutes les applis qu'on voit, c'est principalement par QR code. Et là, le paiement par téléphone va progresser, va généraliser, peut-être plus lentement que dans les pays asiatiques, mais en tout cas, c'est souvent à base de QR code. Donc ça peut effectivement installer un réflexe pour répondre à ta question. Mais autrement, oui, on n'a même plus besoin de le scanner en fait. Quand on scanne, il faut appuyer un bouton. Là, vous n'avez même pas besoin, vous passez devant. Je crois que le futur du digital mobile, c'est la reconnaissance d'objets, la reconnaissance vocale. On n'aura plus besoin de saisir. Et le QR code qui est un intermédiaire entre les deux. Voilà, et le paiement fera progresser aussi beaucoup les choses. Tu parlais d'Apple. Est-ce que, pour conclure, Jean-Marc, puisque tu rentres de Chine, je le disais en démarrant cette table ronde, tu peux nous brosser un peu les différences entre le e-commerce, les pratiques du e-commerce dans un monde un peu occidental, et puis les pratiques que tu as observées en Chine? Alors d'abord, le M-Payment en Chine, c'est naturel, les gens ne se posent même pas la question. Alipay, c'est donc le système Alibaba. Il y a une banque qui est derrière maintenant et ils ont des cartes de crédit. On peut même payer avec Alipay chez Family Mart, qui est votre convenience store du bas de l'immeuble. Donc clairement, c'est plus qu'un système de paiement sur le site Alibaba ou Tmall ou Taobao. C'est devenu quelque chose de social. Donc moi, ce que je vois, alors j'ai encore du mal à tout mettre en ordre dans ma tête après ce voyage, et c'est pas parce que je suis allé à Shanghai, mais ça fait 2 ans que je regarde de près le e-commerce chinois. Vous avez vu les chiffres de Double 11, enfin c'est colossal quoi. Des gens qui sont capables. Alors le chiffre est impressionnant. Ils ont fait $1 milliard en 17 minutes. Minuit, ça s'ouvre et les gens achètent. Voilà, c'est célibataire. Donc, avec des délais de livraison qui sont de plus en plus rapides. C'est-à-dire qu'au départ, c'était 1 semaine. Maintenant, c'est immédiat, quasiment. Un jour et demi. On a beaucoup investi pour faire du one-day delivery. Alors là, je parle Chine ou États-Unis ou France. On n'est même plus dans le one-day, on n'est même plus dans le same-day, on n'est même plus dans le half-day. On est dans les 2 heures. Quand vous regardez Amazon Now à New York, c'est 2 heures. L'exemple qu'il donnait, c'est commander à 20h30, je crois, et à 23h06, la personne avait la boisson chez elle. Et c'était de la boisson, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était pas un cadeau qu'il avait oublié pour le soir de Noël, c'était j'ai pas assez à boire, je commande sur Amazon. Mais bon, c'est un aparté. Donc la livraison, effectivement, devient quelque chose de crucial. On est en free shipping partout. Moi, j'ai bon espoir qu'un jour, ce sera payé. C'est-à-dire que j'en discutais encore ce matin avec un du top des distributeurs en France, c'est que tout ce qui est gratuit. Alors ce qui est étonnant, c'est que la génération des digital natives, qui pour moi il y a 10 ans, je me disais c'est des gens, ils ont tout gratuit, ils peuvent pirater sur Internet, ils sortent du métro, ils ont 20 minutes, etc. etc. Et finalement c'est celle qui est la plus responsable sur je vais arrêter de pirater et je prends un Netflix, je prends un Deezer, voilà. Donc finalement cette génération qui est née du tout gratuit est la première à prendre conscience qu'il faut un modèle économique. Et quand vous voyez Amazon Prime aux États-Unis, il y a 1 an, ça coûtait $79. Ils ont fait 1 million de nouveaux clients en décembre. Cette année, ça valait $99 et ils ont fait 10 millions de nouveaux clients en décembre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à détourner. Prime, c'est plus seulement un modèle de livraison, mais c'est non comparable. C'est de la livraison, c'est du cloud pour ses photos, c'est du VOD gratuit, ils accèdent à une partie du catalogue. C'est si tu veux, je te prête une Kindle Fire avant que tu l'achètes, je te la préchète pendant 1 mois. Donc du coup, on arrive à cette notion de service qui pénalise tous les modèles économiques, on en parlait tout à l'heure. Mais du coup, moi j'ai un message d'espoir, c'est que je pense qu'on va arrêter de parler simplement de livraison, mais de vrais services qu'offre un pure player ou un brick and mortar, click and mortar, et les gens vont accepter de le payer. $99, ça fait une somme quand même. Et ça a progressé de $20 dans l'année. Au mois de mars, tout le monde a dit ils sont fous chez Amazon, c'est preuve qu'ils vont mourir parce qu'ils essayent de se faire du fric. Voilà, et non, au lieu d'en faire 1 million, ils l'augmentent de $20 et ils en font 10 millions 1 an après. Moi, ce que je constate, c'est qu'on va vers 2 modèles, on va dire, de e-commerce sur le monde. 2 qui sont complètement caractéristiques de la société dans laquelle ils sont nés.
Voilà. Vous avez le modèle anglo-saxon, enfin américain anglo-saxon, les pionniers. Donc voilà, c'est tout faire pour pouvoir faire accéder à un foyer vite, rapidement, pas forcément pour le prix, parce que je crois que c'est une erreur de croire qu'on va sur Internet uniquement pour trouver un prix. On y va pour arrêter de s'embêter, pour rester poli. La bonne nouvelle, c'est le click and collect, c'est qu'une fois qu'on a trouvé, on s'embête à chercher, on trouve, et puis on est sûr d'avoir en stock dans le magasin, on finalise l'achat, ben finalement, il y a entre 30 à 50% des gens qui viennent quand même le chercher en magasin. Donc ça, je trouve que c'était vraiment la bonne nouvelle de ces dernières années, c'est qu'on peut finaliser un achat sur Internet, et puis finalement venir en magasin le chercher. Là, on est dans le modèle américain, on sait qu'Amazon, son rêve fou, c'est de connecter tous les foyers américains et de devenir l'hypermarché, avec un but de vendre à tout prix. Alors qu'en fait, donc, ce modèle-là, et vous regardez sur le site Amazon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas drôle, hein, c'est tout blanc, on n'y va pas pour chercher, on y va pour trouver. Voilà. Puis il y a de la vente suggestive, mais c'est pas très drôle. Et quand on voit les espaces de marque dans Amazon, ils sont pas beaux. C'est du pop-up, que ce soit Procter ou même L'Oréal. Voilà. À l'inverse, en Asie, voilà. En Asie, la place de marché, d'abord, dans les 2 prochaines années qui viennent, le leader mondial qui est Walmart, qui est quand même un brick and mortar, va être détrôné par Alibaba, qui est une place de marché. Donc le modèle leader dans le monde, ça va être le modèle de la place de marché. Alors ce que j'apprécie beaucoup, et ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure, c'est que la place de marché, Alibaba n'est pas là, il s'en fout à la limite de ce qu'il vend. C'est-à-dire que lui, il met à disposition du volume, de l'espace, mais on retrouve une convivialité dans les shops virtuels, dans les virtual shops de marque. Si vous allez sur Tmall, vous avez le fond de rayon où effectivement vous avez 3500 baskets, c'est une horreur. Mais par contre, si vous allez sur Nike ou sur New Balance ou autre, il a sa propre boutique qui reprend les mêmes références mais uniquement les siennes. Et là, on retrouve franchement du plaisir à flâner. Donc on a un modèle qui est fait pour chercher, pour trouver, se faire livrer dans les 5 minutes, etc. Et puis on a ce modèle chinois qui, pour moi, est beaucoup plus respectueux d'une tradition voilà, de mise en scène, de théâtralisation, et qui est, c'est la bonne nouvelle, c'est possible sur Internet. Et moi, je le vois dans mes études, on commence à voir des gens qui disent « je passe un bon moment sur Internet ». C'est plus seulement en magasin, mais voilà. Donc il va y avoir ce modèle américain qui va continuer, qui est exponentiel. Et voilà, vous pouvez porter une oreille attentive aux gens qui disent qu'Amazon ne gagne rien, mais clairement, on les abattra pas comme ça, et ce sera un modèle dominant. Et puis le modèle Alibaba, et qui est une formidable opportunité. En conclusion, j'intervenais l'autre jour à l'ANIA, qui est l'Association nationale d'industrie agroalimentaire dans l'Aquitaine, et je regardais sur Alibaba, j'ai trouvé une marque de confiture qui s'appelle le Saint-Dalfour. Voilà. Et donc, génial, 37 références sur Tmall, il vendait ses confitures en Chine, et le gars était dans la salle, donc bravo, génial et tout. Et à Shanghai, je discute avec quelqu'un d'Andros, bon, quand même un gros, hein. On dînait ensemble et je lui dis tiens, j'ai remarqué une petite marque et tout, Saint-Dalfour. Il me dit attends, Saint-Dalfour c'est notre plus gros concurrent. C'est quand même un formidable message d'espoir, c'est-à-dire que cette petite marque d'Aquitaine qui vend du produit de qualité, hein, de la confiture française, eh ben, c'est devenu le concurrent principal d'Andros grâce à Alibaba. Donc c'est une opportunité. Lui, Alibaba, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est son ADN, hein, c'est de mettre en rapport des gens qui vendent avec des gens qui achètent. Voilà. Voilà, donc merci pour cette conclusion. Merci à tous les 7. Merci à vous pour votre attention et bonne continuation au Web2Business.